L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Bonsoir, nous voici de retour pour un deuxième plateau, toujours consacré à la question de la dignité, mais cette fois-ci d'un point de vue plus strictement politique et plus concret, puisqu'il s'agit de parler d'une grande mobilisation, d'une grande marche qui s'organise le 19 mars prochain. Cette marche, c'est la marche pour la justice et pour la dignité. Comment résister à l'humiliation pour pouvoir débattre autour de cette question? J'ai le plaisir de recevoir autour de moi Amal Bentounsi, qui est porte-parole du collectif Urgence Notre Police Assassine et qui est membre fondatrice de l'Observatoire national des violences policières, qui est également sœur de Amine Bentounsi, qui a été tuée en 2012 par la police d'une balle dans le dos. Omar Slaouti, tu es militant antiraciste, mais aussi membre du collectif Aliziri. Aliziri, c'est ce retraité qui est mort lors d'un contrôle policier en 2009. Voilà. Nassira Ghenif, tu es sociologue, professeur des universités et tu es également militante puisque tu as été membre du collectif organisateur de la Marche de la Dignité qui a eu lieu en octobre 2015. Quant à toi, Olivier Lecourt Grand-Maison, tu es politologue et tu es maître de conférences en sciences politiques à l'université d'Évry-Val d'Essonne et tu es notamment spécialiste de l'histoire coloniale. Alors déjà, merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Ma première question, elle s'adresse à toi, Amal, puisque quand moi, personnellement, quand le mot dignité me vient, je repense à un discours que tu as tenu en 2015 où il était question pour toi de refuser de devenir un monstre. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie exactement? Alors, refuser de devenir un monstre, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit pendant quelques années, après la mort de mon frère. Et donc, en fait, ce combat, c'est résister à ce monstre qui sommeille, en fait, tout simplement. C'est me battre pour la mémoire de mon frère, mais aussi ces espèces de flashbacks qui reviennent à chaque fois au moment où il me lançait des signaux, quoi, où il m'appelait au secours, ou à l'époque, quand je pense à quelque chose de précis, en fait, c'est quand il connaissait les chansons de Renaud par cœur. Bon, Renaud, il a retourné sa veste depuis, mais à l'époque, mon frère était un passionné de Renaud, et notamment la chanson de l'Hexagone. Et je lui disais, moi, à l'époque, mais c'est quoi cette chanson de beauf, quoi? Et il riait, il me disait, mais non, mais écoute les paroles. Et il avait 15 ans. Et c'est vrai qu'après sa mort, dans la voiture, comme ça, cette chanson, je l'ai entendue, et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, parce que je me suis dit, bon, l'Hexagone, c'est quand même... Et donc voilà, résister, c'est ça. Et depuis, tu as décidé de fonder ton collectif Urgence Notre Police Assassine. Ouais. Donc de t'organiser politiquement et de prendre en charge aussi la souffrance d'autres familles de victimes qui ont vécu à peu près la même chose que toi. Alors en fait, ça a été tellement dur, tellement violent que je me suis dit, c'est pas possible. Je passais dans la rue à l'époque et je me disais, mais en fait, les gens ne savent pas que mon frère il est mort. Et en fait, ils s'en fichent, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'impose
il faut que j'impose ce débat dans la société dans laquelle on est et que les gens se rendent compte de ce qui s'est passé, parce que l'histoire de mon frère, quand le premier soir, quand j'ai vu les gros titres, braqueur a été tué, donc on nous a pas précisé que c'était une balle dans le dos, je me suis dit, bon, ben, c'est dommage, il a joué, il a perdu, je ne peux plus rien pour lui et je ne pourrais pas le défendre. Et là, une espèce d'intuition que j'ai eue, parce que j'étais tellement proche de mon frère, et je me suis dit, non, il faut que je porte plainte, il faut que je demande une autopsie, il faut que je me batte. Et en fait, j'ai bien fait de me battre, parce que le dernier procès, parce que le policier a été inculpé, a eu comme chef d'inculpation homicide volontaire. Donc ça, il faut noter que c'est l'une des premières fois en France. Pendant 3 mois sur place à Noisy-le-Sec, j'ai organisé des mobilisations, parce que la première fois, on n'avait qu'un témoin. Un témoin qui avait vu la scène approximativement, donc voilà, qui s'était pris une balle au niveau du bas de caisse de sa voiture. Et pendant 3 mois, j'ai fait des appels à témoins. Et j'ai acheté une banderole, j'ai acheté du tissu blanc, j'ai acheté de la bombe. Pourtant, je n'étais pas militante, j'étais commerçante, ça n'avait rien à voir, mais je me suis sentie le courage de me battre et d'affronter cette épreuve qui était très très dure. Et du coup, voilà, pendant 3 mois, j'ai mené une mobilisation à Noisy-le-Sec, des appels à témoins. Et ces mobilisations ont servi, puisque de 1 témoin, on est passé à 6 témoins. Et les 6 témoins disent exactement la même chose, que Amin Bentounsi était de dos, qu'il courait, et à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Et puis aussi le rapport d'autopsie, quand on a eu le résultat du rapport d'autopsie qui nous dit très clairement que c'est bien une balle dans le dos, et que c'est pas la version du policier qui était que Amin était de face et qu'il aurait porté atteinte à la vie de ce policier. Donc du coup, on a bien fait de se battre. Il y a eu un premier procès au mois de janvier l'année dernière. Des témoins qui étaient là, dont 3 avocates qui ont précisé qu'Amin courait, encore une fois. Des preuves accablantes contre ce policier, notamment des écoutes téléphoniques où on a pu ressortir un peu sa personnalité, où on s'est rendu compte du racisme qu'il y avait au sein même de la police, et des contradictions entre ce qu'il dit, un collègue à lui qui s'effondre à la barre en avouant son mensonge, et qui dit très clairement « j'ai menti pour protéger mon collègue ». Donc voilà, malheureusement, il a été acquitté, malgré toutes les preuves accablantes contre ce policier. Et grâce à cette mobilisation, grâce à cette sensibilisation que j'ai pu mener pendant 4 ans à l'époque, le procureur a utilisé le terme de permis de tuer. Il a dit très clairement, si vous ne condamnez pas ce policier, c'est lui délivrer un permis de tuer. Il faut noter aussi encore que c'est l'une des premières fois en France qu'un procureur souhaite condamner un policier. Ça ne s'est jamais vu, c'est rarissime. Et grâce à ça, on aura un deuxième procès qui va avoir lieu du 6 au 10 mars, donc très prochainement. Et j'espère qu'on aura énormément de soutien et qu'on rétablira encore une fois la vérité, et que peut-être on obtiendra justice, parce que ce collectif, c'est aussi pour mon frère, pour sa mémoire, mais c'est aussi pour toutes les autres familles à qui qu'on a pu rencontrer, qui sont devenus une deuxième famille, et avec lesquels on se raconte nos histoires, on essaie de réfléchir ensemble à une stratégie, comment sensibiliser l'opinion publique, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans 2 mondes parallèles. Il y a ceux qui sont touchés par cette violence dans les quartiers, et il y a cet autre monde qui n'est pas au courant de ce qui se passe.
Et moi, j'avais envie de le faire connaître au plus grand nombre dans cette société dans laquelle on vit. Et j'espère qu'on aura semé quelques graines en tous les cas. Qui me semble assez éloquent sur l'affaire de Théo, où on a affaire à un viol clairement affirmé. On a une autre affaire à Drancy en 2015. Un jeune Alexandre qui se fait aussi violer, aussi avec une matraque télescopique. Le jugement va être rendu le 20 février. Pour Alexandre en question, il y a aussi des lésions extrêmement graves au niveau anal. Cette affaire-là, on en a très peu entendu parler. Il n'y a quasiment pas eu de bruit, y compris dans les quartiers en question. Donc très concrètement, en France, c'est très simple. Les cas de violences policières dont on parle, ce sont celles où des jeunes ont décidé de ne pas laisser passer. C'est-à-dire d'occuper l'espace, d'occuper le temps politique. Et ça se traduit par des révoltes dans ces quartiers-là. Ailleurs, ça passe sous silence. Et très concrètement, ce qui est demandé pour ce policier qui a introduit une matraque télescopique de manière violente et dans Alexandre, ça s'est traduit par un procureur qui demande 5 mois avec sursis. 5 mois avec sursis pour ce flic. Alors que les jeunes d'Aulnay-sous-Bois qui ont balancé quelques pierres, ou même pas, qui sont simplement en délit d'embuscade, il y en a 2 qui viennent de prendre 6 mois ferme, et il y en a d'autres, 3 autres, je crois, qui viennent de prendre 6 mois avec sursis. Ça en dit long sur cette justice dont parle Amal, et ça en dit long sur le fait, aussi un autre élément qui me semble important, c'est que ces jeunes-là, qu'on dit décérébrés, apolitiques, qu'on méprise tout au long de l'année, tout au long de la vie fondamentalement, ce sont des jeunes qui se solidarisent de Théo, ce sont des jeunes parfois de la famille, parfois simplement des amis, mais qui estiment qu'on ne peut pas laisser passer ça tellement la hogra, un terme qu'il faudrait intégrer au dictionnaire français, la hogra, parce que c'est ce qu'on vit dans les quartiers populaires du matin au soir. C'est notre quotidien. Il faut rajouter ce mot de vocabulaire-là dans le vocabulaire français. Eh bien, ces jeunes-là n'en peuvent plus, et ces cris de révolte-là, ce sont rien d'autre que des affirmations de dignité. Voilà. Et du coup, la dignité ne se donne pas. Et j'ajoute une dernière chose, parce que je sais qu'il n'y aura peut-être pas l'occasion de revenir dessus. À celles et ceux qui regarderont, si vous voyez cette affiche-là dans les quartiers populaires, je la montre très bien un peu partout. Je la montre, pardon Amal, je la montre parce qu'elle est belle. Alors la première chose, c'est qu'on en a plein, on a des balais, on a de la colle. N'hésitez pas à nous contacter en bas parce qu'on peut en donner partout pour que ce soit collé partout. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être passif devant son écran d'ordinateur ou de télévision. Il faut s'activer. Et si par hasard, parce que c'est les présidentielles, il y en a qui oseraient recoller avec leur tronche nos affiches à nous, n'hésitez pas à arracher leur tronche à eux. Voilà. Merci Omar. Alors, merci. Olivier Lecourt, Grand Maison, vous avez beaucoup travaillé sur les pratiques policières durant la période coloniale et notamment d'ailleurs pendant les massacres du 17 octobre 61. Est-ce que selon vous, on pourrait parler d'un traitement colonial, voire néocolonial des banlieues aujourd'hui ? On peut parler évidemment d'un traitement d'exception à l'endroit des quartiers populaires et des populations qui y vivent, et notamment des héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale. Je voudrais juste avant ajouter un mot à propos de la visite de François Hollande. Quand même rappeler que la semaine même où il rend visite à Théo à l'hôpital, la majorité qui soutient François Hollande, le gouvernement de François Hollande, fait voter à l'Assemblée nationale des dispositions législatives qui ont pour objectif de permettre aux policiers de faire plus facilement usage de leurs armes. Autrement dit, d'élargir le concept juridique de légitime défense. Autrement dit, celui qui prétend se solidariser avec Théo, dans le même moment, crée les conditions juridiques et politiques de la réitération d'actes de ce type. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je considère que la visite de François Hollande à Théo relève d'une sorte de manipulation ou de récupération politique, tendant à faire oublier que ce gouvernement, sous la présidence de François Hollande, a, relativement aux violences policières, effectivement une responsabilité écrasante. Je n'oublie pas ce qui s'est passé à Sivens, je n'oublie pas ce qui s'est passé effectivement pendant la mobilisation contre la loi El Khomri, et bien sûr, je n'oublie pas l'ensemble des violences policières qui ont été commises à l'endroit de ceux qui vivent dans les quartiers populaires. Alors, effectivement, on peut considérer, et on doit sans doute considérer, que cette police, dont un certain nombre de responsables politiques de droite comme de gauche nous disent qu'elle est républicaine,
ne l'est pas, dès lors que celles et ceux auxquels elle a affaire appartiennent au fond à une sorte de corps d'exception. Alors ce corps d'exception, il a pu être constitué des prolétaires au XIXe. Il est à l'évidence, pendant l'entre-deux-guerres et après 1945, constitué par ceux que j'appelle les immigrés ou les colonisés immigrés, c'est-à-dire ces colonisés qui sont présents sur le territoire national, pour des raisons salariales et parce qu'ils sont venus chercher un emploi évidemment, et qui sont déjà en but, avant même le début de la guerre d'Algérie, à des pratiques de violence extrême. Un exemple, le 14 juillet 1953, manifestation pour commémorer la Révolution française. La police tire. Comme par hasard, parmi les 7 victimes, il y a 6 travailleurs algériens. La chose ne fait évidemment pas scandale et personne n'aura manqué de remarquer que nous ne sommes pas en pleine guerre d'Algérie. 17 octobre 1961, le massacre est connu. Qui peut prétendre que la police qui, à l'époque, agit sous les ordres du préfet de police Maurice Papon est une police républicaine, alors même qu'effectivement, elle va massacrer celles et ceux qui se sont rassemblés à l'appel du FLN pour protester contre le couvre-feu raciste qui leur est imposé et demander l'indépendance de l'Algérie, manifestation dont il faut rappeler et préciser qu'elle est une manifestation pacifique. Ceux-là vont effectivement être massacrés pour des raisons qui sont à la fois politiques, ethnico-raciales, parce que ce sont des Arabes, des melons, comme on le dit à l'époque, pour des raisons religieuses. Rappelez que sous la 4e et la 5e République, dans le vocabulaire officiel, la littérature grise, politique, administrative de ces 2 républiques, ceux-là sont désignés sous le terme de Français musulmans d'Algérie, en des termes plus méprisants, sans doute simplement FMA. Très singulière appellation pour qui veut bien se rappeler que la 4e République a rappelé dans le préambule de sa Constitution qu'elle condamnait toute discrimination, quelle qu'elle soit. Et évidemment, ces FMA, présents sur le territoire national, ne sont évidemment pas traités comme des nationaux, ce pourquoi ils peuvent être massacrés, sans que ce massacre, et c'est ça qui est évidemment très important à comprendre, sans que ce massacre soit perçu comme un grand crime, sans que ce massacre soit perçu comme un crime d'État. De même que les violences imposées aux jeunes des quartiers populaires ne sont, par l'écrasante majorité des responsables politiques de droite comme de gauche, pas du tout perçues comme des violences illégitimes, mais au fond comme des violences qui certes parfois peuvent être excessives, mais dont l'objectif ultime est, disent-ils, de défendre la République. Lors même qu'au fond, la continuité, alors il y a évidemment des discontinuités, la continuité serait au fond que, me semble-t-il, les habitants des quartiers populaires et les jeunes plus encore peuvent être aujourd'hui analysés au fond comme les classes pauvres et dangereuses du XXIe siècle, c'est-à-dire très exactement ces classes auxquelles il est possible et sur lesquelles il est possible de recourir à une violence d'exception qui n'apparaît pas comme une violence d'exception parce qu'encore une fois, ceux-là qui habitent dans ces quartiers populaires sont pensés au fond comme des ennemis de l'intérieur contre lesquels il est parfaitement légitime de mobiliser des moyens exorbitants, à la fois juridiques et policiers. Quant à toi, Nassira, toi, tu as fait partie, donc je le disais tout à l'heure, tu as fait partie du collectif qui a organisé la marche de la dignité. C'était un collectif de femmes qui luttaient contre les violences policières. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a encore des figures assez charismatiques qui sont ressorties sur ce terrain-là. On a la figure de Assa Traoré, on a la figure maintenant des sœurs de Théo, qui d'ailleurs devrait nous rejoindre un peu plus tard. Comment est-ce que tu expliques que très souvent on retrouve les femmes en fait qui sont sur le devant de la scène de la lutte contre les violences policières et que c'est elles qui prennent à bras le corps le combat et la défense de la dignité de leurs frères? Alors sans doute faut-il replacer ça dans un cadre plus ancien. Lutter contre les violences policières, c'est lutter contre une forme d'oppression et contre une forme d'injustice. Des femmes qui se sont mobilisées à la fois contre l'oppresseur colonial, contre l'oppresseur capitaliste. Ce sont des expériences qu'on a connues au fil des siècles, des femmes qui se sont mobilisées aussi dans le cadre de luttes pour définitivement aller à l'encontre et venir à bout de toute une série de violences. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. On a des exemples plus récents, notamment dans le cadre des luttes
aussi contre l'esclavagisme au 19e siècle et au 18e siècle, et puis aussi les luttes afro-américaines qui ont été des luttes aussi féministes de la part de femmes qui effectivement considéraient que se tenir aux côtés des hommes, c'était à la fois lutter contre les formes d'oppression raciste qu'elles subissaient, mais c'était aussi d'une certaine manière se libérer d'une forme d'oppression en tant que femme. Autrement dit, il y a comme une sorte de logique commune qu'il faut parvenir à comprendre. Les jeunes femmes, que ce soit parce qu'elles vivent la violence qui est faite à leurs fils, à leurs frères, à leurs camarades ou à leur mari, puisque tous ces exemples-là existent en fait dans les crimes policiers dont nous parlons, toutes ces formes de solidarité qu'elles expriment, c'est d'abord une solidarité à l'égard d'une expérience dont elles ont été le témoin direct. C'est-à-dire que le jour où la mort survient, le jour où le viol survient, c'est un jour parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu tous les autres jours avant, au cours desquels il y a eu contrôle aux faciès, où il y a eu harcèlement, où il y a eu tentative d'intimidation, et tout ça se passe dans la plus grande impunité. Donc lorsqu'elles se mobilisent parce que l'irréparable est survenu, comme nous sommes en train de le rappeler ici, que ce soit viol, meurtre ou toute autre pratique qui effectivement conduise à l'humiliation ou à la destruction de la personne, il faut bien comprendre qu'elles interviennent au moment donné, à un moment où elles ont compris combien est-ce que tout cela avait été interminable, incessant, comment est-ce que ce harcèlement, cette manière de s'emparer du corps de ces jeunes hommes dans des quartiers qui sont à la fois ségrégés et disqualifiés, est devenu une sorte de routine. Or, ce sursaut de dignité, ça consiste à dire ça ne peut pas être routinier, ça ne peut pas passer inaperçu et ça ne peut pas se faire dans la plus totale impunité. Donc elles sont fondamentalement engagées par rapport à ce qui se passe pour leurs frères ou pour les hommes qu'elles côtoient. Et j'insiste sur un point, c'est que lorsqu'on a développé toute une rhétorique de l'intégration par les filles, que j'ai eu l'occasion d'étudier, je me suis rendu compte, en fait, ça intervenait dans une période où le travail se raréfiant, la mise en concurrence des sœurs et des frères était devenue un enjeu pour parvenir à maintenir les logiques d'oppression économique. Donc en fait, cette oppression économique, c'est aussi doublé d'une oppression symbolique. Non seulement il fallait que les filles et les garçons soient mis en concurrence parce qu'il n'y aurait pas du travail pour tout le monde, ce que les parents venaient de vivre d'ailleurs, puisque c'était souvent des familles dans lesquelles le chômage était, non seulement le chômage était installé, mais se transmettait de génération en génération, mais il fallait aussi les mettre en concurrence symboliquement. Et c'est ainsi qu'on a érigé une espèce de figure de l'héroïne arabe, jeune fille arabe ou jeune fille noire, qui d'une certaine manière ferait la démonstration que la société française a raison. La preuve, regardez le comportement de ces jeunes femmes. Elles cherchent à s'intégrer, elles cherchent, alors le mot intégrer avec 1000 guillemets, et c'était aussi une manière, d'une certaine façon, ce qui était visé, c'était de les couper de leur famille de façon à ce qu'elles deviennent effectivement les héroïnes d'une espèce d'épopée française, civilisatrice. Elles sont la démonstration que la mission civilisatrice française continue, et de ce point de vue-là, il y a bien une logique coloniale derrière tout ça. Et cette logique du séparatisme qui consiste à jouer le sauvetage des filles contre la condamnation des garçons a pu fonctionner à un moment donné. Et ce que l'on est en train d'observer aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'il y a une clairvoyance des familles, des milieux populaires, de cette histoire migratoire, de cette histoire coloniale, qui fait que ce scénario-là, il n'a pas marché tant que ça. Il a été assez vite déjoué par de jeunes générations qui s'apercevaient qu'en fait, elles n'avaient rien à gagner et que c'était en fait un marché de dupes et qu'il n'y aurait pas de travail à la clé et il n'y aurait certainement pas de dignité à la clé. Et que par contre, allait être exigé aussi bien des jeunes femmes qui l'acceptaient que des jeunes hommes qui voulaient jouer les bons élèves, ce qu'on allait exiger d'eux, c'est un prix très élevé. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêts à vous dissocier, à vous désolidariser de vos familles, de votre entourage, de ces jeunes hommes dont on considérait effectivement qu'ils étaient les pourvoyeurs de tous les maux dans les quartiers. Et donc, résister à la criminalisation, résister à cette tentation de se sauver contre les siens et contre une stratégie qui est une stratégie de destruction de la vie dans les quartiers populaires, et de destruction et d'une mémoire
et d'un attachement, de quelque chose qui est très fort, qui effectivement est particulièrement exprimé, c'est quelque chose qui aujourd'hui conduit à ce qui peut surprendre, c'est-à-dire que ce soit des jeunes femmes, des mères, qui, d'une certaine manière, disent « nous n'allons pas jouer le jeu qui consiste à vouloir faire de nous des héroïnes contre les nôtres et contre celles et ceux dont nous gardons la mémoire et auxquels nous voulons être fidèles ». Donc cette revendication de la dignité, de mon point de vue, elle se fait non pas dans une quête de reconnaissance, elle se fait dans une quête d'affirmation. Qu'il y ait de la reconnaissance ou pas, peu importe. L'important, c'est d'affirmer sa dignité et de le faire aux côtés des siens, en expliquant bien que toute atteinte physique, morale, jusqu'à la mort qui est faite à ceux auxquels on est attaché, est une atteinte qui est faite à soi-même. Et chacun en fait son affaire. Très bien. Alors nous allons recevoir la sœur et la cousine de Théo, de Nez-sur-Bois. Bonsoir, merci d'être ici.